Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis bien entourée, bien accompagnée pour ce webinaire qui est d'ailleurs en collaboration avec le laboratoire Valbiotis et nous avons la chance d'accueillir le docteur Vincent Renaud pour parler d'une thématique très complexe qui est le syndrome métabolique. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le docteur Vincent Renaud, vous vous présenterez certainement mieux que moi, mais j'avais envie quand même de vous introduire. Donc, docteur nutritionniste, phytothérapeute, spécialisé dans la médecine fonctionnelle et avec cette approche vraiment qui accompagne les pathologies de civilisation. Je vais vous laisser profiter entièrement de ce moment. Avant ça, je vous demande simplement, on est beaucoup aujourd'hui, de poser toutes vos questions dans l'onglet Q&A. Vous pouvez évidemment échanger durant toute la présentation, mais nous reviendrons plus facilement sur vos questions pour y répondre à la fin de présentation si vous les avez partagées dans l'onglet Q&A. Merci à Julie, merci à Pascal aussi d'être présent avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour Flavie et merci pour cette introduction. Bienvenue à tout le monde aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Julie, experte médicale et diététicienne nutritionniste pour les laboratoires Valbiotis. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents intervenants et le programme de cette formation. Donc, on va en introduction avoir Pascal Sirvent qui va nous présenter le pôle recherche et développement et l'ADN de Valbiotis, suivi de la formation du docteur Vincent Renaud, donc qui est docteur en nutrition, micronutritionniste et spécialisé en nutrition fonctionnelle. Aujourd'hui, il va nous donner toutes les clés, les outils pour comprendre et aider vos patients qui souffrent aujourd'hui de syndrome métabolique. Et enfin, nous terminerons par les études cliniques et notre innovation thérapeutique sur ce nouveau programme. Je vous laisse donc en compagnie de Pascal Sirvent et suivra donc le docteur Vincent Renaud. À tout à l'heure. Merci beaucoup Julie, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour ce webinaire. Donc je suis vraiment ravi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ravi d'avoir la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Vincent Renaud qui va nous faire bénéficier de son expertise, de son expérience dans ce domaine. Et puis ravi également parce qu'on parle d'une thématique qui nous tient vraiment à cœur, le syndrome métabolique, qui est une thématique extrêmement complexe, passionnante, sur laquelle on s'est beaucoup investi depuis de nombreuses années. Donc, vraiment ravi de partager ça aujourd'hui avec vous. Donc, on va démarrer avec une petite introduction sur l'ADN de la société, petite historique très rapide et surtout de la manière dont on conçoit la recherche et le développement chez Valbiotis. Donc Valbiotis, une société née en 2014, donc un petit peu plus de 10 ans. Et une particularité importante, c'est que pendant 10 ans, Valbiotis n'a fait que de la R&D. On a commencé finalement à commercialiser les premiers produits seulement en 2024. Et donc pendant 10 années, on a accumulé un très grand nombre de données scientifiques, d'études, de résultats, de recherches qui nous ont permis d'arriver à ces formulations avec un niveau de science donc extrêmement élevé. Donc premier brevet déposé en 2015, des résultats d'études cliniques qui commencent à arriver à partir de 2017, 2018, 2019, des recherches sur les mécanismes d'action, la découverte de nouvelles substances actives, tout ça pour arriver au final donc avec la commercialisation de notre première substance active en 2024 et deux nouveaux lancements cette année de substances actives développées avec une recherche en interne, en plus d'une gamme beaucoup plus complète qui s'est ensuite élargie pour proposer des solutions vraiment complètes pour les sujets. Donc, en ce qui concerne la R&D chez Valbiotis, un concept qui a guidé cette recherche depuis le début, c'est le concept de la stratégie d'action multicible. Alors, vous voyez ce petit schéma sur la gauche de l'écran qui est issu d'une belle revue de synthèse sur les effets de l'activité physique
dans le domaine des maladies chroniques. Alors pourquoi on met ce schéma? Parce que effectivement, on sait que avec l'activité physique, on a des résultats vraiment extraordinaires dans le domaine des pathologies chroniques, et que l'une des raisons pour lesquelles on a une efficacité aussi importante, ce sont les effets pléiotropiques de l'activité physique, qui va améliorer dans un très grand nombre de tissus, par un très grand nombre de mécanismes différents, des paramètres hormonaux, on sait que ça joue sur l'inflammation, sur le stress oxydant, sur le microbiote intestinal, etc. Et finalement, la multiplicité de ces effets permet au final d'avoir une action dans différents contextes pathologiques extrêmement puissante. Alors, malheureusement, on sait que sur le long terme, il y a un manque d'adhérence, parce que c'est extrêmement difficile de modifier ces modes de vie, mais néanmoins une efficacité qui est assez redoutable. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, dans le contexte particulier des maladies métaboliques qui sont très complexes, où on a de multiples organes qui sont touchés, eh bien s'inspirer de ce concept de l'activité physique. Et pour nous, eh bien l'utilisation d'extraits de plantes avec de multiples molécules qui peuvent cibler de multiples mécanismes en est une illustration parfaite, et c'est pour ça que ça a guidé vraiment notre process de recherche et développement. Et pour ça, pourquoi on a fait 10 ans de recherche? C'est pas que des essais cliniques, c'est au final beaucoup de recherche même en amont. On a un laboratoire de chimie du végétal en interne sur lequel on a travaillé dès la ressource première, la plante, avec différents types de plantes. On donne l'exemple des feuilles d'olivier, des chrysanthellums, on en a testé beaucoup, sur lesquels on a appliqué nos propres procédés d'extraction, on a comparé différents types de parties de plantes, différents procédés permettant d'arriver à une composition en molécules à chaque fois un petit peu différente. Et donc à chaque fois, on caractérise de manière très fine dans notre propre laboratoire la composition en molécules de chacun de ces extraits, qui nous ont permis ensuite de les tester de manière isolée, individuelle, mais aussi en association, en testant différentes combinaisons, différents ratios. Et puis, c'est là qu'en tant que chercheur, hein, on apprend un petit peu encore plus l'humidité, hein, parce que dans ces effets extrêmement impressionnants que peuvent avoir les molécules issues du végétal, eh bien, on sait qu'il y a une très grande complexité avec plein d'interactions possibles, des synergies, des inhibitions, etc., dont on s'est bien rendu compte, et ce qui nous a amené finalement à identifier des formulations bien spécifiques avec des ratios bien spécifiques, des parties de plantes bien spécifiques qui ont donné naissance à des combinaisons uniques que nous avons brevetées. Aujourd'hui, c'est 4 familles de brevets qui sont acceptées avec un très haut niveau de protection dans plus de 60 pays. Et donc ça aboutit ensuite aux essais cliniques d'efficacité, de sécurité, de mode d'action. Et tout ça, on l'a effectué dans notre laboratoire en interne, qui est situé dans les locaux de l'Université de La Rochelle, avec nos propres équipements, nos propres équipes, mais également parce qu'on ne fait pas ça tout seul, bien sûr, et qu'on a souhaité s'entourer de partenaires de très haut niveau. On donne l'exemple d'une chaire de recherche qu'on a en partenariat avec l'Université de Laval à Québec, le professeur André Maret, qui a une reconnaissance internationale avec un programme assez poussé dans le domaine du métabolisme hépatique, donc un programme sur 5 ans. On a un conseil scientifique et médical avec des personnalités scientifiques et médicales de très haut niveau qui nous accompagnent depuis la création de la société. On a des partenaires académiques historiques qui sont l'Université Clermont-Auvergne et l'Université de La Rochelle, avec qui nous avons 2 laboratoires communs qui sont labellisés par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, avec lesquels nous avons des équipements partagés, des personnels techniques communs. C'est notamment le laboratoire commun Mimetive, spécialisé sur le microbiote en collaboration donc avec l'Université Clermont-Auvergne et l'INRAE, et puis le laboratoire commun Phytomarinov pour la découverte de nouvelles substances actives végétales avec l'Université de La Rochelle et le CNRS. Et finalement, beaucoup d'autres partenariats qu'on ne peut pas développer ici, avec l'INSERM, l'Université de Leiden, de Vanderbilt aux États-Unis, etc. Beaucoup de ces partenariats nous ont amené une grande richesse de résultats qui nous ont permis à l'heure actuelle d'avoir plus de 50 sélections dans des congrès scientifiques internationaux et vraiment reconnus par les différentes sociétés savantes. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour une petite overview de la manière dont on conçoit la recherche et le développement chez Valbiotis. Et donc, je suis très heureux maintenant de laisser la parole au docteur Vincent Renaud, qui nous fait le plaisir de venir partager son expérience avec ses données épidémiologiques et facteurs de risque dans ce domaine
du syndrome métabolique. Merci. Merci Pascal, merci Julie, merci à la plateforme SimpliCure de m'avoir invité à partager ce symposium sur les maladies métaboliques. Effectivement, véritable fléau, maladie de civilisation le plus répandue dans les pays occidentaux. Et on va voir que cette problématique est loin d'être simple. Et j'ai voulu faire un exposé alors relativement court puisque on m'a demandé de ne pas dépasser les 30 minutes. Alors, parler de syndrome métabolique et d'insulinorésistance en 30 minutes, c'est évidemment assez compliqué, mais on va essayer de faire dans le timing pour que vous puissiez avoir les clés des mécanismes physiopathologiques de cette problématique santé essentielle pour ensuite mieux comprendre, lors de la deuxième intervention de Pascal, les cibles d'action de leur composé en phytothérapie. Je ne vais peut-être pas insister sur la présentation de qui je suis. Un petit peu parlé en introduction avec Flavie. Juste pour rappel, j'ai coécrit un livre avec Véronique Liès sur les hormones, qui a été réédité récemment avec en plus toute une préface de mon ami Christian Vélo, spécialiste des perturbateurs endocriniens. Et ça, ça peut être aussi une cause majeure d'insulinorésistance. Et je suis aussi président du SINAMIEF, jeune syndicat créé il y a à peu près, même pas tout à fait 6 mois, depuis janvier 2025, premier syndicat consacré à la reconnaissance de la médecine fonctionnelle et intégrative. Et pour ceux que ça intéresse, je vous engage à aller sur notre site sinamief.org. Objectif, c'est défendre, accompagner, promouvoir la médecine fonctionnelle et défendre surtout les praticiens qui se lancent dans cette belle aventure et dans la pratique, en tout cas, de la médecine fonctionnelle qui, pour moi, bien sûr, est la médecine de demain et donc essentielle. Alors, au sommaire du programme de cette demi-heure, on va passer rapidement sur les rappels épidémiologiques parce que ça, je pense que c'est pas le plus important, mais c'est quand même juste rappeler quelques chiffres importants sur cette épidémie non contagieuse qu'est l'insulinorésistance et les problèmes métaboliques. Un petit rappel sur ce qu'est l'insuline, le chef d'orchestre de l'homéostasie glucidique, les mécanismes physiopathologiques de la résistance à l'insuline, ça me paraît essentiel compte tenu du fait que on a dit tout et son contraire et que actuellement les endocrinologues, les médecins généralistes en tête n'abordent absolument pas cette thématique. Ils vont même jusqu'à dire à leurs patients, ça ne sert à rien de faire un test de HOMA, par exemple. J'ai entendu de nombreuses fois de la bouche de mes confrères, parce qu'il n'y a absolument pas de chapitre et de solution allopathique conventionnelle sur cette résistance à l'insuline. Donc, on n'en parle pas. Ça veut dire que c'est un chapitre qui reste complètement au panier dans les études médicales, alors que c'est la clé des maladies de civilisation, cette résistance à l'insuline. On va voir que même si c'est très peu enseigné dans les universités, parce que en allopathie et en médecine conventionnelle, il n'y a pas de solution chimique, justement, on est là pour vous apporter des solutions non médicamenteuses qui marchent très bien, qui ont fait la preuve de leur efficacité avec un haut niveau de preuve, comme l'a dit Pascal, par rapport aux études qui ont été publiées par Valbiotis. On terminera par quelques mots sur le diabète de type 2 et en même temps comment différencier l'insuline, comment on passe de l'insulinorésistance au diabète de type 2. Et le patient au cœur de la prise en charge, ça sera un débat, discussion, questions-réponses par rapport à des cas pratiques. Alors, sur le plan épidémiologique, effectivement, on peut considérer qu'un Français sur 2, un jour ou l'autre, sera touché par cette problématique de l'insulinorésistance. On le voit de plus en plus, que ce soit nous au bord de la plage, l'été, on voit arriver pas mal de touristes. Et puis, parce que l'hiver, il se cache un peu plus, les gros ventres arrivent à partir de mi-juin et jusqu'à mi-septembre sur les plages qui viennent du nord de la France, qui viennent d'Angleterre. On est un pays très touristique ici, la région Côte d'Azur. Et je discutais avec une de mes patientes qui a 30 ans, qui a une restauration ici sur le bord de mer et qui me disait, c'est fou, parce qu'en 30 ans, le tour de taille de mes clients ont changé et je les vois tous défiler sur la plage. Ça n'a plus rien à voir avec mes clients des années 80, 90. Vous voyez, ça s'est passé en très peu de temps finalement, cette révolution.
Et si on reprend même des photos des plages de la Côte d'Azur, de Nice, Cannes-sur-Mer, Antibes, en passant à Cannes, dans les années 50-60, toujours au lieu de la villégiature touristique, je suis retombé sur des vieilles photos et on voit évidemment les parents avec les enfants qui vont à la plage, comme c'était le cas déjà il y a 50 ans. Et il y avait très peu de problèmes de périmètre abdominal. Aujourd'hui, vous prenez la même photo 50 ans après, ça n'a plus rien à voir. On voit évidemment des hommes qui ont un ventre bien trop important, avec parfois même des modifications des structures gynoïdes. Ça, c'est vraiment la problématique de notre civilisation, sédentarité et alimentation hautement industrialisée, raffinée, transformée, riche en sucre, en sel et en matières grasses de mauvaise qualité. Donc, un Français sur deux, c'est considérable. Et malheureusement, ces chiffres ne s'arrangent pas. On voit que cette épidémie d'obésité, de diabète et d'insulinorésistance, et j'insiste sur le terme d'insulinorésistance car ce n'est pas considéré comme une maladie, donc non pris en charge par la médecine conventionnelle. En fait, on ne soigne que les personnes malades en France, enfin dans les pays occidentaux avec la médecine conventionnelle, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez une glycémie supérieure à 1,20 g, ça y est, vous êtes dans la maladie. Par contre, avant, vous n'existez pas, vous êtes en dessous de la ligne des radars et c'est là où moi je voudrais vraiment m'insurger par rapport à ce scandale de la non prise en charge de l'insulinorésistance par mes confrères. Même pas une mesure hygiéno-diététique, hein, même si on n'a pas de solution, puisqu'en allopathie, ça n'existe pas, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour l'insulinorésistance, mais au moins dire, voilà, l'insulinorésistance fait le lit du diabète, si vous ne faites rien, dans 10 ans, vous êtes diabétique du type 2. C'est-à-dire que si vous ne dosez pas le HOMA, ou si vous ne faites pas de biologie, ou si vous ne mesurez pas le périmètre abdominal de vos patients, vous ne pouvez pas prédire de l'avenir, vous ne pouvez pas faire de prévention. Donc j'insiste vraiment, s'il y a des médecins qui nous écoutent aujourd'hui, mesurer le tour de taille, c'est l'essentiel. La balance, c'est bien, mais il faut mesurer le tour de taille, alerter les gens que la résistance à l'insuline fait la lie des maladies de civilisation et pas que du diabète. Ça fait le lit du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies auto-immunes et surtout des maladies neurodégénératives. Et j'insiste, en particulier l'Alzheimer qu'on appelle la diabète de type 3. Donc, retroussez-vous les manches, mes amis, et commencez à prendre en charge les patients avant d'attendre que la glycémie soit supérieure à 1,20 g. Il y a des solutions, il y a des moyens de mesurer. Alors, moi, j'avais appris que le syndrome métabolique, c'était une augmentation du tour de taille. Combien de mes confrères mesurent le tour de taille? Je ne sais pas. Personnellement, maintenant, je le fais systématiquement, mais c'est la base. Il faut mesurer la graisse viscérale. Ça fait partie des examens obligatoires dans toute consultation de médecine générale. Contrôle de la tension, mais vous allez voir que beaucoup de personnes ont une insulinorésistance qui passe sous les radars parce qu'on ne mesure pas l'obésité abdominale. Très souvent, leur tension est normale. Très souvent, ils ont une glycémie normale. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'insulinémie à jeun qui permet de dépister. C'est pour ça que cette définition du syndrome métabolique, pour moi, elle me gêne. Parce que finalement, beaucoup de mes confrères me disent « Ah ben oui, les triglycérides, ça allait. L'hyperglycémie, ben finalement, la glycémie à jeun, elle ne dépassait pas les 1 gramme. Sa tension est à 12,8 et il a un HDL qui est plutôt pas mal. » Et comme on ne mesure pas le tour de taille, finalement, on passe sous les radars. Et moi, le nombre de patients qui sont venus me voir en disant « Non, non, mais moi, tout va bien. Mon médecin m'a fait toutes les analyses de sang. Ils m'ont dit que c'était parfait. » Mais est-ce que vous avez dosé l'indice de HOMA, l'insuline à jeun et la glycémie à jeun? Non. Et quand on mesure l'indice de HOMA, on tombe sur des chiffres exorbitants. Et là, vous voyez que dans la définition du syndrome métabolique, l'indice de HOMA n'est même pas mis en valeur, alors que ça devrait être obligatoire pour définir le syndrome métabolique avec le tour de taille. Pour moi, c'est les deux critères, obésité abdominale, indice de HOMA supérieur à 2,4. Les autres marqueurs, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard pour agir. Il faut commencer avant qu'on ait une hyperglycémie chronique, une hypertension, un HDL bas ou une hypertriglycéridémie qui signe déjà que vous êtes dans le foie gras, la stéatose hépatique. Et là, les problèmes sont déjà très, très avancés. On a déjà des lésions vasculaires, on a déjà des lésions cérébrales, on a déjà des lésions au niveau cardiaque. Et donc ça, c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2025, aucun médecin ne surveille le HOMA et le tour de taille. Donc j'ai fini de pousser mon petit coup de gueule, mais c'est important parce que tous mes patients, dans la majorité, me disent non, mon médecin ne mesure pas le tour de taille. Non, mon médecin m'a pas fait l'indice de HOMA. Non, il m'a dit que tout allait bien. Alors que quand vous le voyez, vous le mettez debout, vous le déshabillez, ce patient, déjà, vous savez qu'il a de l'insulinorésistance.
Alors, il y a un gradient nord-sud, c'est normal puisque on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. Donc ça, je vous passe les détails. C'est pas très important. Il faut savoir aussi que l'obésité et le surpoids sont en ligne de mire de tous les organismes de santé. Hein. Vous savez que l'INSEE, en partenariat avec l'étude OBEPI, surveille le tour de taille, l'indice de masse corporelle, les modes de vie de nos concitoyens. Et malheureusement, cette étude OBEPI qui a commencé en 1997, où on avait à peu près entre 8 et 10% de personnes en obésité, a augmenté de manière considérable, puisqu'aujourd'hui, on est à 15% d'obésité. Aucun programme de santé préventive n'a fonctionné jusqu'à présent. Cette étude OBEPI avait pour objectif, à l'époque, elle avait été mise en place par le laboratoire Roche. Alors, eux, au départ, c'était pour un but mercantile parce qu'ils développaient une molécule dans le cadre de la perte de poids. Mais du coup, l'INSEE a décidé de continuer à faire ce suivi tous les 5 ans. Alors, c'est passé maintenant à tous les 3 ans, de surveiller tous les 3 ans le tour de taille et le poids de nos concitoyens. Et vous voyez qu'entre 1997 et 2012, l'IMC supérieur à 30 a été presque multiplié par 2. En tout cas, il y a une augmentation de plus de 100% du nombre d'obèses. Donc, toutes les mesures aujourd'hui, si on était un petit peu dans le monde politique, si on allait prendre, on va dire, des ministres de la santé actuels et qu'on leur posait la question, qu'est-ce que vous faites concrètement pour permettre une inversion de cette courbe? Eh ben, la réponse, ça serait on ne fait rien parce que finalement, une fois qu'on est élu, on a des lobbies. L'industrie agroalimentaire, on a des lobbies, l'industrie pharmaceutique, on a des lobbies un peu partout. Et finalement, avant de se faire élire, on dit oui, c'est pas bien, c'est un scandale et on dénonce le fait que l'obésité ne cesse d'augmenter dans les pays industrialisés. Mais une fois qu'on a les clés de la boutique, on ne fait rien parce qu'on est un peu paralysé. Une seule mesure, hein, il y a une étude récente qui vient de montrer que dans les pays comme les pays scandinaves, où ils ont taxé les produits sucrés au même titre que le tabac et l'alcool, ils ont fait régresser l'obésité de plus de 20% en 10 ans. Donc, quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Voilà, c'était un petit peu pour un petit clin d'œil par rapport à ça. Quand on veut, on peut. Malheureusement, aujourd'hui, l'argent domine un petit peu le monde. Et à partir du moment où vous avez des lobbies, c'est très difficile de faire voter une loi contre des industriels qui sont tout puissants finalement. Vous avez même des distributeurs de soda dans les hôpitaux. J'étais récemment voir un membre de ma famille à l'hôpital. Vous rentrez, vous avez barre chocolatée, soda, distributeur. Vous avez en bas quand même des bouteilles d'eau. On ne sait jamais s'il y en a qui ont envie de boire de l'eau. Mais tout ça est complètement vérolé de l'intérieur. Donc la révolution, si elle se fait, c'est grâce à des laboratoires comme Valbiotis et les autres, parce qu'on parle de ce sujet de plus en plus grâce à eux, grâce aux plateformes. C'est grâce aussi aux patients, parce que les patients eux-mêmes ont compris que leur santé, c'était quelque chose d'important, il fallait qu'ils deviennent acteurs de leur santé et qu'ils n'attendent pas que le médecin dose le HOMA. Maintenant, mes patients me disent, je demande à mon médecin de me doser le HOMA, sinon il ne le fait pas. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, la prévention devrait être obligatoire dans les études médicales parce que c'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à inverser cette épidémie de diabète et d'obésité dans le monde. Les complications, vous le savez, hein, c'est les complications endocriniennes, intolérance au glucose, hyperinsulinisme, insulinorésistance, hypercorticisme, hypertriglycéridémie avec les problématiques de foie gras. Et au niveau physiopathologique, ça va donner toutes les pathologies qu'on connaît, diabète de type 2, coronaropathie, syndrome d'ovaire polykystique, adiposité centrale, obésité, anxiété, dépression, hypertension, stéatopathie alcoolique. Et ça, c'est de 2014. Ça date de 20 ans. Aujourd'hui, il faudrait rajouter les maladies d'Alzheimer, les maladies neurodégénératives. Il faudrait rajouter toutes les maladies auto-immunes, les maladies ostéo-articulaires. Il faudrait rajouter, voilà, la liste ne cesse de s'allonger et c'est pas normal qu'aujourd'hui, rien ne se passe dans nos administrations et dans nos ministères. Le tissu adipeux, ce n'est pas qu'une zone. On a cru à un moment que c'était juste une zone de stockage. C'est plus qu'une zone de stockage. Je dirais que hier, j'ai animé une conférence sur le jeûne. Je faisais un webinaire et en fait, j'essayais d'expliquer notre système métabolique, comment il fonctionne, comment nous régulons la production d'énergie. Et j'explique toujours à mes patients, voilà, il y a deux systèmes
de production d'énergie, ou en tout cas d'utilisation de nos énergies. C'est comme un compte en banque. Vous avez d'un côté le compte courant, c'est les apports alimentaires au quotidien. Chaque fois que vous mangez, vous faites rentrer de l'énergie dans vos tissus, et c'est l'énergie du compte courant que vous allez consommer durant la journée, ou en tout cas entre chaque repas. Et après chaque repas, forcément, vous continuez à restocker ou à utiliser par le compte courant. Si vous avez mangé un repas trop important, qu'est-ce que fait l'organisme? C'est la même chose qu'un compte en banque. Si vous avez trop d'argent sur votre compte en banque, vous ouvrez un livret A, un compte épargne, ou évidemment une assurance vie, et vous mettez cet argent de côté au cas où il y ait une crise ou en tout cas une dépense urgente à faire. L'organisme fait la même chose. Il a des dépenses courantes. Le compte courant, c'est le métabolisme apporté par les nutriments que nous consommons, et en particulier le glucose et le glycogène. Et ce qui n'est pas consommé et dépensé entre chaque repas va être mis de côté dans le compte livret A, le compte épargne, grâce à l'insuline. Donc l'insuline, son rôle, on va le voir, c'est de mettre en réserve de l'énergie au cas où il y a une famine. Sauf que depuis pratiquement 100 ans, peut-être pas 100 ans, mais 60, 80 ans, depuis la dernière guerre mondiale, il n'y a pas eu de famine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le corps s'est mis à stocker de manière excessive. Donc, ce tissu adipeux, finalement, au départ, qui était juste un livret A, c'est l'argent du compte courant qu'on mettait de côté quand on n'avait pas assez dépensé l'argent du compte courant. Lorsque le compte se remplissait, on mettait de côté au cas où il y a un coup dur. Et du coup, ce tissu adipeux a continué à se développer. Comme on n'a pas eu de famine, et tant mieux, j'allais dire, depuis un certain nombre d'années, ce compte en banque et surtout ce livret A et cette assurance vie, elle ne cesse de s'accroître. Donc, c'est une réserve métabolique très, très importante, ce tissu adipeux, qui produit de nombreuses substances. Vous le voyez, des cytokines. Alors, je vais essayer d'utiliser le petit schéma. Des cytokines inflammatoires très importantes, on le verra, puisque ça va être une cause majeure d'insulinorésistance. Plus votre tissu adipeux, et en particulier le tissu adipeux viscéral, se développe, ce qui est le cas d'un Français sur deux actuellement, plus il va être une source de production de cytokines pro-inflammatoires, IL-6, TNF-alpha, TGF-bêta. C'est une source aussi importante de production d'adiposine, d'acylation stimulin protéines, donc les ASP, qui sont des molécules qui modulent notre système immunitaire. Ça va être une source de fibrinolyse avec des risques d'athérome majeurs en activant la plasminogène activateur inhibiteur, le PAI1. Ça va être finalement une source d'angiogénèse, donc haut risque de cancer, de prolifération des tissus. Ça va être aussi un risque très important d'augmentation du métabolisme lipidique avec les ApoE qui augmentent, l'acétyl-CoA-synthase, les lipoprotéines lipases qui vont augmenter, les rétinol binding proteins et ainsi de suite, qui vont se développer avec des risques métaboliques majeurs. Et enfin, ça va être une source de dysrégulation très importante au niveau de l'homéostasie glucidique et du métabolisme énergétique, en particulier leptine, qui est l'hormone qui contrôle l'appétit via le tissu adipeux et qui est censé notamment réguler l'effet de satiété, les résistines, les adiponectines et la visfatine, qui sont des composés, des protéines qui interviennent sur le métabolisme énergétique, mais surtout sur les contrôles de l'appétit. Et on verra que plus le tissu adipeux se développe, plus on devient résistant à la leptine et plus on a faim. Et plus finalement, le corps s'habitue à avoir des réserves d'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand votre livret A est augmenté? Vous dites, tiens, je vais essayer de perdre du poids. Donc, vous allez dépenser, vous allez consommer l'argent de votre livret A qui a des intérêts. Alors, le livret A actuellement, c'est 1,5 à 2% d'intérêt. Le tissu adipeux, c'est pareil. Vous le stockez, vous mettez de l'énergie et en plus, il vous rajoute des intérêts supplémentaires pour augmenter ce profil. Ça, c'est par des mécanismes hormonaux très importants, contrôle par la thyroïde et les surrénales, qui vont aussi entretenir ce livret A et votre assurance vie en augmentant le pourcentage du rendement énergétique. Donc, ça veut dire qu'il va
de manière vicieuse, réduire vos dépenses énergétiques de manière à garder au chaud votre compte bancaire bien rempli. Hein, les caisses sont bien pleines et de ce côté-là, on est sûr qu'en cas de famine, on pourra résister plusieurs jours sans souffrir. Et dès que vous réduisez ces dépenses énergétiques et dès que vous tapez dans votre livret A, donc dès que vous tapez dans votre tissu adipeux, vous allez avoir tout votre banquier qui va vous taper dessus, déjà qui va vous dire « Oh là là, vous êtes à découvert, votre compte en banque et votre livret A, il est en train de diminuer, c'est pas bien parce que lui, le banquier, ce qui l'intéresse, c'est que vous mettiez le plus d'argent de côté. » Eh bien, le corps humain, il fait pareil. Le corps humain, lui, il n'a qu'une envie, c'est que vous repreniez le contrôle de votre compte en banque, que vous puissiez à ce moment-là le stocker. Donc ça, c'est essentiel. C'est un cercle vicieux infernal qui se développe à bas bruit, silencieusement, par l'augmentation de ces cellules adipeuses qui ne cessent de croître. Hein. Je vous rappelle que les cellules graisseuses peuvent grossir, prendre 80 fois leur taille d'origine. Donc le surpoids, c'est une augmentation de la taille des adipocytes, ce qu'on appelle la lipogénèse, mais c'est aussi une augmentation du nombre d'adipocytes, on va le voir après. C'est donc une adipogénèse. C'est considérable. Donc en gros, l'insulinorésistance, c'est une association de plusieurs phénomènes, une obésité viscérale principalement, hein, la graisse viscérale, des facteurs prédisposition génétique et des facteurs environnementaux, tabac, alcool, malbouffe, dysbiose en particulier au niveau du microbiote et bien sûr tous les perturbateurs endocriniens que nous ne voyons pas mais que nous ingérons ou que nous nous mettons sur la peau ou que nous utilisons dans les outils de cuisine comme les PFAS par exemple et toutes les autres substances qui vont perturber la régulation de notre métabolisme énergétique. Ben, ça va développer au départ ce fameux NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, qui va déboucher sur le NASH et ainsi de suite jusqu'aux affections cardio-métaboliques. Et vous voyez que plus le foie s'épaissit, se stocke et augmente sa production de gras et de triglycérides, plus vous produisez d'adiponectine et plus vous augmentez le risque athérogène. Donc, et de dyslipidémie, en particulier d'augmentation des triglycérides. On oublie le cholestérol qui n'a absolument pas d'intérêt dans notre suivi de l'insulinorésistance. On rappelle que c'est l'augmentation du taux de sucre et d'insulinorésistance qui va augmenter le taux de cholestérol. Donc, traiter la cause et pas la conséquence en donnant des statines. Et je dirais, donnez plutôt des sardines et non des statines, comme dirait mon ami Vincenzo Castronovo. Les statines n'ont aucun intérêt dans le syndrome métabolique et l'insulinorésistance. Par contre, on va le voir, les mesures hygiéno-diététiques, ça, Julie nous en parlera, et les complémentations, ça, c'est Pascal qui en parlera. Alors, quand on a de l'insulinorésistance, on a de l'inflammation de bas grade, du stress oxydant et une augmentation du stress du réticulum endoplasmique. Donc, ça veut dire qu'on a un épaississement de la paroi vasculaire et vous voyez que le cholestérol n'intervient pas du tout dans l'athérogénèse. Donc, oubliez la théorie du cholestérol qu'on nous a rabâché pendant des trentaines et des quarantaines d'années. Aujourd'hui, c'est vraiment le syndrome métabolique qui est au cœur des maladies. Après, on peut moduler les hypercholestérolémies par de la phytothérapie, mais ça, Valbiotis sait bien faire et vous avez pas mal de compléments dans leur gamme qui peuvent vous intéresser. La graisse viscérale, finalement, c'est source d'inflammation et d'oxydation et c'est ça qui est le danger. Le vrai danger, il est là. Et c'est ça qui est créé l'insulinorésistance. Alors, l'insuline, c'est quoi? Ben, c'est le chef d'orchestre de notre métabolisme énergétique. Souvent, j'explique à mes patients, ange ou démon. Ben oui, c'est grâce à l'insuline qu'on a survécu à la famine et nous sommes les rescapés de ces famines qui remontent à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Donc, ça remonte à de nombreuses années. Donc, nous sommes les rescapés génétiquement parlant de ces espèces qui ont survécu à la famine. Donc, nous avons développé des moyens extrêmement sophistiqués pour stocker et surtout éviter la crise financière en bloquant nos dépenses énergétiques le plus possible au cas où on essayait de réduire les apports caloriques et en particulier les apports glucidiques. Donc, elle nous a sauvés de la famine, mais aujourd'hui, c'est devenu un démon parce que, malheureusement, cette hyperinsuline, trop d'insuline, va générer une grande partie des maladies, des causes de maladies de civilisation. Donc, de la famine à la suralimentation, évidemment, il n'y a qu'un pas, sauf qu'il s'est passé 50 ans pour la révolution industrielle, alors que pendant des millénaires,
pendant plus de 10 000 ans d'ère agriculture et en même temps 200 000 ans du chasseur-cueilleur, notre métabolisme pouvait dire merci à l'insuline, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'insuline, ça permet de maintenir la glycémie à son niveau optimal. Elle régule l'utilisation du sucre et des graisses. C'est une hormone anabolisante, aussi bien au niveau glucidique, protidique que lipidique. Elle est donc très importante et elle renforce la résistance physique et psychique par sa régulation à tous les niveaux, au niveau hépatique et musculaire. Le pancréas, c'est une glande à deux visages puisqu'elle est à la fois exocrine, elle produit des enzymes digestives et du bicarbonate durant la phase d'absorption alimentaire, mais c'est aussi une glande endocrine qui produit deux hormones, le glucagon au niveau des cellules alpha des îlots de Langerhans et l'insuline au niveau des cellules bêta de Langerhans. Ça, c'est des vieux souvenirs de biochimie. Donc, l'insuline augmente la perméabilité du glucose, on va le voir au niveau des membranes des cellules, elle va augmenter donc la translocation des glutes. Ce qu'on appelle les glutes sont les transporteurs du glucose. Elle augmente la formation du glycogène à partir du glucose, c'est la forme de réserve du glucose au niveau hépatique et au niveau musculaire. On sait que ces réserves de glycogène s'épuisent relativement rapidement. Durant un jeûne, on a à peu près 12 heures de stock de glycogène, c'est-à-dire que on va dire l'idéal, c'est d'essayer de faire un jeûne de 14 voire 15 heures pour vraiment épuiser son stock de glycogène. L'idéal en épuisant son stock, c'est bien d'épuiser son stock de glycogène de manière à augmenter le volume de stockage du glycogène et éviter le stockage au niveau des adipocytes, ce qui est quand même moins bien. Il vaut mieux faire de la réserve de glycogène que de la réserve de triglycérides dans les cellules graisseuses. Alors, on fait effectivement de l'activité physique à jeun, par exemple, ça peut être intéressant, du jeûne intermittent. Ça permet de renforcer et d'augmenter le stockage du glycogène, hépatique en particulier, pour permettre une meilleure utilisation du glucose et éviter de stocker au niveau des adipocytes. Donc, c'est l'hormone du stockage, l'insuline, et c'est l'hormone qui régule la glycémie. Le glucagon, c'est l'inverse. Le glucagon augmente la glycémie. Il favorise la glycogénolyse, donc la conversion du glycogène en glucose. On va dire que c'est en général l'insuline, c'est l'hormone qui va augmenter en postprandial de manière à stocker, à faire le plein d'énergie au niveau de nos cellules, de nos tissus périphériques, cerveau, muscles, intestins, etc., de tous les organes glucodépendants. Ce qui n'aura pas été consommé entre les repas sera stocké, on l'a dit, dans le livret A au niveau des cellules graisseuses, au niveau de votre compte épargne. Et puis, le glucagon va commencer à émerger lorsque le compte courant commence à s'épuiser. Il va falloir renouveler la production d'énergie. Donc, on va essayer de retrouver du glucose dans nos réserves de glycogène dans un premier temps. Et si les réserves de glycogène sont épuisées, on va les chercher dans les adipocytes. On va faire donc de la lipolyse dans un deuxième temps. C'est l'hormone de la néoglucogénèse, donc elle permet de former du glucose à partir du foie, soit à partir des triglycérides qui sont donc 3 acides gras avec un glycérol, soit par de la transformation du glycogène en glucose au niveau hépatique en particulier. Donc les deux systèmes finalement se combinent entre la phase postprandiale et préprandiale, avant ou après les repas, et on voit que effectivement à partir du moment où la glycémie diminue, petite hypoglycémie avant le repas, c'est les cellules alpha qui vont produire le glucagon pour libérer du glucose et vous redonner un petit regain d'énergie de manière à maintenir la glycémie normale. Et au contraire, en postprandial, la glycémie augmente, c'est les cellules bêta qui vont produire l'insuline, et votre insuline donc va augmenter le stockage du glucose, va mettre en réserve de l'énergie au niveau foie, muscles et tissus adipeux. Donc, c'est un système, bien sûr, très, très bien. C'est un rouage qui fonctionne plutôt pas mal. Aujourd'hui, on parle beaucoup des analogues de la GLP-1. C'est intéressant de comprendre qu'au niveau de l'intestin, on a des récepteurs glucagon-lactpeptide-1. Ben, en fait, ce sont des hormones très intéressantes. C'est des voies de recherche, évidemment, essentielles dans le diabète, puisque cette GLP-1, elle augmente l'insuline et au contraire, elle fait baisser le glucagon. Donc, elle va avoir un effet inverse par rapport au métabolisme, empêchant ainsi le stockage,
Alors, elle a aussi d'autres effets, cette GLP-1. Elle ralentit la vidange gastrique. Elle a un effet satiétogène en diminuant la gréline au niveau gastrique. Elle a un effet sur, bien sûr, le métabolisme hépatique et sur le contrôle aussi donc de la glycémie par sa modulation entre son action sur le glucagon, fait baisser le glucagon et va augmenter l'insuline de manière à éviter les pics d'hyperglycémie, favorisant ici le stockage et la prise de poids. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les laboratoires qui commercialisent ces analogues de la GLP-1 se frottent les mains. Effectivement, ça marche plutôt pas mal. Et ils utilisent cette physiologie qu'on connaît bien au niveau hormonal. Voilà le mécanisme clé-serrure de l'insuline sur les cellules. Donc, l'insuline, c'est l'hormone de l'anabolisme. Alors, pour fonctionner, elle utilise un récepteur qui est un récepteur un peu particulier, qui est un récepteur à tyrosine kinase qui agit grâce à une enzyme donc, qui fait partie de cette grande famille des kinases et qui est la même hormone, qui est le même récepteur qu'une autre hormone qu'on connaît bien et qui est plutôt délétère, surtout par rapport au risque de prolifération des cellules cancéreuses, qui est l'IGF-1, Insulin Growth Factor. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment alerter de plus en plus les médecins et le grand public sur les dangers de l'insulinorésistance. À partir du moment où vos récepteurs à l'insuline ne fonctionnent plus, vous risquez aussi d'augmenter le taux d'IGF-1. Alors, rapidement, puisque là, on a déjà pris beaucoup de temps, il faut juste comprendre que ces récepteurs à l'insuline vont être la clé de l'insulinorésistance. Ces récepteurs sont, voilà, faut le voir ici, ils ont deux parties. La partie haute, ce qu'on appelle évidemment la partie alpha, où la protéine de l'insuline, cette protéine va s'ancrer ici, et là vous avez des ponts sulfure, ces ponts disulfure, et donc en s'ancrant au niveau de cette zone des parties alpha du récepteur de l'insuline, ça va modifier la structure de la partie qui est intramembranaire au niveau de la membrane des cellules, de vos cellules, les membranes lipidiques, et en modifiant la structure des ponts disulfure, en s'ancrant sur cette partie alpha des récepteurs à l'insuline, ça va modifier la structure de la partie bêta, la partie intramembranaire, et ça va donc créer une cascade de phosphorylation au niveau donc de cette activité des tyrosine kinases qui va déclencher ensuite tout un signaling très important, un signaling qui va permettre ensuite aux glutes qui sont ici de diffuser vers la membrane lipidique et de faire rentrer le glucose, ici, vers la membrane lipidique. Les glutes, ils sont ici. On va mettre un petit dessin là, voilà. Donc ça, c'est très important de voir que vous avez ici, en fait, simplement l'ancrage clé-serrure de votre insuline sur le récepteur et sur la partie alpha va déclencher la translocation des transporteurs GLUT pour permettre l'entrée du glucose dans vos cellules. Et ce système qu'on appelle le signaling de l'insuline, c'est lui qui va être la clé de l'insulinorésistance. Et en fait, on va voir que l'oxydation et l'inflammation dont j'ai déjà parlé vont modifier la structure du récepteur. C'est comme si vous aviez le barillet de votre porte d'entrée qui ne fonctionnait plus. Et donc, vous ne pouvez plus rentrer votre clé dedans. Alors ça peut être une des causes majeures d'insulinorésistance. C'est le récepteur qui s'est oxydé, qui s'est dégradé avec le temps, ou c'est tout simplement la structure de l'insuline par des phénomènes d'oxydo-inflammation qui ne peut plus s'ancrer sur ce récepteur. C'est comme si votre clé était biseautée, qu'on ne pouvait plus l'ancrer sur le récepteur et qu'on ne peut plus ouvrir la porte et le glucose ne peut plus rentrer. Si le glucose reste à l'extérieur de la cellule, votre glycémie va augmenter. Quelle va être la réaction physiologique? Le pancréas va augmenter la production d'insuline et ça va générer de l'hyperinsulinisme. Alors ça, on l'a déjà dit, on va le passer. Ça, on en a parlé, c'est tous les mécanismes de cascade et de signaling de l'insuline. Bien comprendre, évidemment, que le récepteur à l'insuline sont des récepteurs qui vont déclencher toute la réaction de la phosphorylation oxydative qui permet l'entrée du glucose. L'activation par l'insuline de l'entrée du glucose dans les cellules, c'est ce qui permet aux glutes, de migrer et de faire entrer le glucose. On vient effectivement d'en parler. Ça, c'est déjà vu. Les mécanismes du coup physiopathologiques de la résistance à l'insuline sont relativement simples
à comprendre. Ce qu'on appelle la down regulation de l'insuline, ce sont des notions récentes que je vous livre. C'est un moment donné où le signaling de l'insuline ne fonctionne plus. Normalement, une fois que la clé est rentrée dans la serrure, une fois que l'insuline s'est ancrée sur son récepteur, on jette la clé à la poubelle. En gros, l'insuline est dégradée par les mécanismes de détoxication, par le foie, etc. Et une fois que l'insuline est éliminée, on refait des nouveaux récepteurs et on a en fait une espèce de turnover et de rotation permanente, c'est-à-dire ces récepteurs à l'insuline qui sont en surface de la membrane sont plus ou moins actifs en fonction des besoins. Plus vous allez avoir d'insuline, moins vos récepteurs vont être activés. Et c'est là qu'il y a un engrenage, c'est qu'en principe, l'insuline, lorsqu'elle est dégradée après avoir activé son récepteur, elle permet le renouvellement de ces récepteurs et l'externalisation des récepteurs. Mais si l'insuline n'est pas dégradée et n'est pas détruite, ce qu'on appelle la down regulation de l'insuline, c'est qu'en fait, après avoir essayé maintes et maintes fois de mettre la clé dans la serrure et ça ne fonctionne pas, on envoie une dizaine de clés pour essayer à nouveau d'ouvrir. Plus vous allez avoir d'insuline qui est fabriquée et produite par le pancréas, moins vous aurez de récepteurs actifs au niveau de la membrane cellulaire. Donc, on rentre dans un cercle vicieux. La présence d'un hyperinsulinisme persistant va perturber l'internalisation et le recyclage pour aboutir à une diminution du nombre de récepteurs de surface. Et du coup, c'est ça qui va poser problème. Vous avez moins de récepteurs à la surface et vous avez beaucoup d'insuline qui arrive. Ça veut dire que, globalement, votre insuline n'est pas efficace et le glucose ne peut pas rentrer. Alors, pendant 5 à 10 ans, l'organisme va s'en arranger, il va s'en accommoder, le pancréas il va envoyer, jusqu'à ce que le pancréas dise stop et qu'on arrive dans l'insulino-nécessité. Dans le diabète de type 2 avec une dépendance à l'insuline. Alors, les effets de la sensibilité tissuaire à l'insuline dépendent de plein d'agents circulants. Qu'est-ce qui va détériorer cette relation clé-serrure et ce signaling de l'insuline? C'est l'excès d'adipokine, c'est l'hyperinsulinisme, mais aussi l'hypercorticisme, l'hypothyroïdie souvent fonctionnelle. On a une T3 basse très fréquemment associée, des lipides plasmatiques en excédent, en fait un mauvais équilibre oméga 6 sur oméga 3, des adipocytes qui ne contrôlent plus les phénomènes de stockage, une hypertriglycéridémie associée à un foie gras. Tout ça va perturber et dysréguler les fonctions au niveau de la leptine. On va arriver à une leptinorésistance. Cette leptinorésistance va favoriser augmentation de l'appétit, beaucoup plus d'appétit, ça c'est très important. Donc c'est un cercle infernal. Plus vous avez d'insuline, moins votre leptine est efficace et moins la sensibilité à l'insuline sera efficace. Donc ça, c'est fondamental. Et en plus, cercle vicieux, double peine, augmentation des cytokines pro-inflammatoires qui vont être très toxiques. Vous avez ici, évidemment, une apparition de ce qu'on appelle, évidemment, l'adipo-inflammation qui est extrêmement toxique pour notre tissu. Vous l'avez ici, vous le voyez. En particulier, hop, voilà, hop, hop, avec une atteinte évidemment des récepteurs à l'insuline. Tout ce que je vous disais, pourquoi lui ne veut pas se mettre là? Voilà. Tout ce que je vous disais sur l'origine du tissu adipeux jusqu'à la résistance à l'insuline est résumé sur cette diapositive. Et ça devrait être en gros dans tous les cabinets médicaux et dans toutes les salles d'attente pour faire de l'éducation à leurs patients et pas leur dire non, vous n'avez rien, votre glycémie est normale. C'est normal, pendant 10 ans, la glycémie, elle ne bouge pas grâce au phénomène d'adaptation parce que le pancréas va être sollicité à 400% pour augmenter la production d'insuline, mais qui n'est plus efficace et qui deviendra de moins en moins efficace. Donc, on a une augmentation des préadipocytes en adipocytes. Première cause, adipogénèse, prolifération. Les adipocytes vont gonfler jusqu'à 80 fois leur taille, donc augmentation de la taille des adipocytes. Vous allez avoir une baisse de l'activité de la leptine, augmentation de la production de leptine, mais avec une leptinorésistance. Baisse de l'adiponectine, le PAI, donc les facteurs d'agrégation des plaquettes dont j'ai parlé qui vont augmenter, avec des risques athérogènes et thrombogènes, une augmentation IL6, TNF-alpha avec la résistine, foie gras, etc., etc. Et là, vous rentrez vraiment dans le cercle vicieux. Donc, n'oubliez jamais que le gras viscéral, c'est une hypertrophie
et une hyperplasie du tissu adipeux, qui va ensuite déboucher à de la fibrose et de l'inflammation, du stress oxydant. Vous avez un blocage de la translocation des glutes, hyperinsulinémie, et le cercle vicieux, il rentre. Et vous avez en même temps une baisse de la sensibilité à la leptine avec une augmentation de l'appétit. Le corps est en recherche permanente de sources d'énergie. Ça, on l'a déjà vu. Donc, comment on passe évidemment de l'intolérance au glucose à l'insulinorésistance et ensuite au diabète de type 2. Là, vous avez vraiment la définition. Ça aussi, ça devrait être expliqué dans tous les cours de médecine. Quand vous avez une hypersollicitation du tissu adipeux avec une inflammation, une fibrose du tissu adipeux, vous avez forcément, à un moment donné, les cellules bêta de Langerhans qui dysfonctionnent et ensuite, il y a une défaillance totale avec un diabète de type 2. Et voilà comment on en arrive à des aberrations comme on voit aujourd'hui, parce que tant que vous avez la glycémie, voilà votre glycémie, c'est la ligne en pointillé. Je l'ai là et j'ai presque fini. Voilà. Ici, voilà, vous avez la glycémie, c'est la ligne en pointillé. Et si vous ne dosez que la glycémie, vous ne verrez rien, vous êtes dans la normalité. Et vous commencerez à avoir finalement de l'insulinérance que quand vous commencez à avoir la glycémie, c'est déjà trop tard. Donc, si vous dosez que la glycémie, mais que vous ne dosez pas l'insuline, ça c'est fondamental à comprendre. Hein, si vous ne faites pas l'OMA et vous ne dosez pas l'insuline, vous allez passer à côté pendant 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez chez votre médecin, ma glycémie est normale, je vais bien. Alors que vous êtes déjà en train de flinguer votre pancréas. Diabète débutant, et la glycémie ne va monter que quand on est déjà dans un diabète décompensé. Donc en médecine conventionnelle, on vous apprend, moi c'est ce qu'on m'a appris quand j'ai fait mes études de médecine, quand la glycémie est inférieure à 1,26 g, on ne fait rien. Ça veut dire qu'on attend que le pancréas soit fusillé, que le foie soit fusillé, que mes vaisseaux soient fusillés, que mes neurones soient fusillés. Donc il y en a marre de cette médecine où on fait, où on se voile la face, parce que en médecine conventionnelle, effectivement, il n'y a pas de solution thérapeutique, alors que on va le voir, enfin vous allez le voir en particulier avec le topo de Pascal, que dans cette zone-là, on peut agir. Dans cette zone-là, on peut agir. Et là, on va agir sur les récepteurs à l'insuline, sur l'inflammation, sur l'oxydation, sur la détox hépatique et la régulation du métabolisme hépatique, etc., etc. Et c'est là où on est efficace. L'allopathie n'intervient que là. Et malheureusement, il est déjà trop tard. Voilà, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, les conséquences de l'hyperinsulinisme. Voilà, désolé, j'ai un tout petit peu dépassé mon temps de parole. Là, j'ai déjà parlé de tout ça. Vous les avez ici. Je voulais quand même terminer, voilà, sur le HOMA, que vous sachiez que c'est fondamental. Quand j'entends encore des médecins dire que ça sert à rien, ça me fait hurler. Le contrôle de la tension, oui, c'est bien, mais des fois, en fait, avant d'avoir une hypertension, forcément, on a de l'insulinorésistance. Donc, c'est pour ça que n'attendez pas d'avoir tous les critères, les 5 critères que vous avez là du syndrome métabolique pour agir. Sinon, vous ne ferez rien et il sera trop tard. Hein, si vous attendez la glycémie supérieure à 1 gramme, les triglycérides augmentés, le HDL bas et l'hypertension, ben vous avez déjà les coronaires qui sont déjà bien fatigués. Donc, il faut agir le plus tôt possible et pour ça, il faut s'aider de ce qu'on appelle la biologie fonctionnelle. Ça, vous aurez évidemment des cours là-dessus, j'imagine, avec Julie qui est très forte là-dessus, qui connaît bien les laboratoires spécialisés dans cette biologie. Mais il y a vraiment quelques examens à connaître indispensables. Glycémie à jeun, insulinémie à jeun, HOMA et Quickie. Hémoglobine glyquée, si elle est élevée, c'est déjà trop tard. Bien sûr, l'exploration d'une anomalie lipidique, mais n'attendez pas d'avoir des triglycérides à 2 grammes. La CRP ultrasensible, ça, c'est très sensible et il faut demander l'US et pas la CRP normale. L'homocystéinémie, là, on est déjà dans la biologie fonctionnelle qui n'est pas pratiquée en médecine conventionnelle, mais je vous encourage, en tout cas, si j'ai des confrères qui m'écoutent, à vous intéresser à cette biologie prédictive et préventive. Elle permet d'agir 10 à 15 ans avant qu'il ne soit trop tard. L'objectif de la médecine fonctionnelle, et c'est le message que je voudrais vraiment faire passer avant de terminer, et l'objectif aussi de notre syndicat, c'est de promouvoir la médecine fonctionnelle. Donc, par la biologie fonctionnelle, on peut agir avant qu'il soit trop tard, parce que à ce stade-là, c'est encore réversible. Il est encore le temps d'agir. Quand vous avez les îlots de Langerhans qui sont fusillés par vos stress oxydants et l'inflammation, là, il est trop tard. Alors là, effectivement, vous allez engraisser les laboratoires comme Nordics, machin, avec son Wegovy et toutes leurs saloperies
qui nous inondent sur le marché, sur la GLP-1. Voilà, j'ai terminé. Merci à vous. Je laisse la parole à Pascal. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment passionnant. On a beaucoup de chance d'avoir pu bénéficier de toute cette expérience. De mon côté, je vais maintenant vous parler de la substance active qu'on a développée justement pour prendre en charge ces états métaboliques un petit peu particuliers à un stade extrêmement précoce. Donc une substance active qu'on a nommée Totum 63, donc destinée au prédiabète, diabète de type 2 précoce, donc des stades où l'insulinorésistance justement est clé, comme on vient de le voir, et au sens plus large sur le syndrome métabolique. Donc un petit rappel juste sur le process de développement qu'on a utilisé pour développer cette substance active, Totum 63. J'en ai un petit peu parlé au début, on a mis plusieurs années au départ pour essayer d'identifier la bonne combinaison, les bonnes parties de plantes, la bonne combinaison de molécules avec les ratios exacts qui permettaient d'avoir les effets les plus intéressants possibles sur ces paramètres métaboliques dans ce contexte. On a travaillé en préclinique sur des données d'efficacité, de sécurité, de mode d'action pour finalement arriver à un plan de développement clinique extrêmement ambitieux avec 4 essais cliniques qui ont été réalisés dans le but de démontrer là également sur la population cible tolérance et sécurité, efficacité et mode d'action. Donc, spécifiquement pour cette substance active, on a tout d'abord commencé avec une étude de phase 1-2 spécifiquement dédiée à démontrer la tolérance et la sécurité. On a obtenu donc des résultats positifs en 2017. En 2019, on a communiqué les résultats positifs de l'étude de phase 2 sur plus de 50 sujets, cette fois-ci sur la population cible, avec des premières données d'efficacité et puis de mode d'action. Et puis ensuite, on a débouché sur un programme extrêmement ambitieux avec une étude de mécanismes d'action en collaboration avec l'Université de Laval, où on a vraiment étudié chez l'homme les mécanismes intimes impliqués dans cette amélioration des paramètres métaboliques. Et puis surtout cet essai clinique Reversite de phase 2-3 qui a été terminé l'an dernier sur 636 sujets prédiabétiques ou diabétiques de type 2 précoce. Donc une étude vraiment d'ampleur internationale avec des résultats vraiment extrêmement positifs qu'on va détailler un petit peu par la suite. Donc c'est finalement un dossier scientifique à l'heure actuelle qui est sans équivalent pour une substance active non médicamenteuse pour le prédiabète et le syndrome métabolique, avec 20 communications en congrès, 7 publications. Et on a eu le grand honneur l'an dernier d'être sélectionné non seulement par l'American Diabetes Association, mais aussi par l'EASD, donc les 2 plus grands congrès sur le diabète au monde, pour présenter les résultats de cet essai clinique à l'oral. Donc, en termes de résultats, tout d'abord, concernant la tolérance et la sécurité. Donc, une attention vraiment particulière est donnée sur ces aspects depuis le début du programme de recherche et développement. On a toujours fait attention à travailler avec des extraits de plantes alimentaires, avec des données historiques d'utilisation, mais on ne s'est pas contenté de ça. On a travaillé sur des procédés d'extraction extrêmement contrôlés, en maîtrisant vraiment toutes les étapes au niveau du sourcing et au niveau de l'industrialisation, avec des critères qualité extrêmement exigeants. On a développé en interne, depuis le début de nos programmes de développement, un système d'assurance qualité qu'on a fait certifier ISO 9001, dont on est très fiers et qui nous a permis vraiment de nous assurer de process qualité extrêmement exigeants tout au long de notre processus de développement. Et on a des données donc précliniques de tolérance et de sécurité extrêmement robustes. Tout ça pour arriver aux données cliniques avec tous les essais cliniques que je vous ai présentés précédemment, les 4 indépendants qui ont montré tous une excellente tolérance, aucun problème de sécurité. Ça s'est matérialisé aussi par une très bonne observance dans tous ces essais cliniques. Par exemple, l'essai Reversite sur 636 sujets, c'est 97% d'observance dans tous les groupes, sans aucune différence entre le placebo et les groupes supplémentés avec notre substance active. Aucune hypoglycémie rapportée, ça c'est important dans ce domaine,
et puis une très bonne tolérance également gastro-intestinale, avec ces résultats de tolérance et de sécurité qui ont été publiés dans 2 journaux de référence reconnus par les sociétés savantes dans ce domaine. En termes maintenant d'efficacité, donc un petit focus sur l'étude Reversite. On avait tout d'abord sur les paramètres glycémiques qui sont particulièrement fondamentaux dans cette indication. Des résultats, vous le voyez en haut à gauche sur la glycémie à jeun. On le voit, la courbe en bleu qui dérive légèrement vers le haut avec le temps, après 3 et 6 mois, c'est le groupe placebo, malheureusement, qui, sans supplémentation, va dériver un petit peu progressivement à la hausse. Et puis, avec la supplémentation en totum 63, à l'inverse, une diminution, donc une différence versus placebo de moins 8 mg par décilitre, ce qui est vraiment sur le plan clinique extrêmement robuste, surtout dans cette population qui n'a pas des niveaux de glycémie à jeun extrêmement élevés au début de l'étude. Et donc, non seulement la glycémie à jeun est améliorée, sans hypoglycémie rapportée, encore une fois, mais on a également démontré un effet sur la tolérance au glucose, donc la glycémie à 2 heures, et puis également sur l'hémoglobine glyquée, vous le voyez, avec une efficacité qui était statistiquement significative et également cliniquement très impactante. Donc, pour rappel, si on s'intéresse à la metformine, par exemple, antidiabétique de première ligne, qui n'a pas d'AMM dans le prédiabète, mais qui est très souvent, quand il n'y a pas de contre-indication, utilisée ensuite en première ligne. L'essai clinique publié dans le New England Journal of Medicine, qui fait référence dans le domaine du prédiabète sur plus de 3000 sujets, avait montré dans cette population une diminution d'environ 3 mg par décilitre de la glycémie à jeun et de moins 0,1% sur l'hémoglobine glyquée. Donc, tout ça pour montrer que les résultats obtenus en termes d'impact clinique sont extrêmement importants. Ça se traduisait également sur une réduction de 40% du nombre de nouveaux cas de diabète seulement après 6 mois en comparaison au placebo. Donc là, on était extrêmement fiers de ce résultat parce qu'en général, pour obtenir des résultats de ce type-là, il faut des durées d'études de plusieurs années. Et là, en seulement 6 mois, on avait une efficacité statistiquement significative et une réduction très importante, donc une prévention du passage vers l'état de diabète de type 2. Donc tout ça, comment ça fonctionne ? On a une petite synthèse ici de différents types de mécanismes potentiels impliqués et puis d'effets additionnels observés sur le métabolisme. Donc on ne peut pas résumer 10 ans de recherche en quelques minutes, mais en quelques slides, on peut donner un aperçu de ce qu'on a déjà publié et trouvé en collaboration avec tous nos partenaires académiques. Déjà des effets démontrés sur la gestion du poids. Donc vous le voyez sur les courbes en haut, on a obtenu dès les premières recherches effectuées en préclinique, on a observé un impact sur la gestion du poids, que vous voyez en haut à gauche, et de manière très intéressante, on a observé que cet effet préventif sur le poids ciblait la masse grasse, en particulier la masse grasse viscérale, pour laquelle le docteur Renaud nous a bien rappelé toute l'importance dans la physiopathologie, avec une préservation, là aussi c'est important, de la masse maigre. Tout ça, c'était associé avec un certain nombre de mécanismes qui ont été identifiés, notamment au niveau de l'absorption d'énergie qui était restaurée en présence de la supplémentation avec totum 63. Donc, ça fait partie des mécanismes impliqués dans les effets sur la gestion du poids. Et en clinique, vous pouvez le voir en bas à droite, dans l'essai clinique Reversite, une légère baisse dans le groupe placebo liée aux recommandations de modification de mode de vie, les mesures hygiéno-diététiques, mais une diminution bien plus importante qui atteignait environ 1,2-1,3 kg en 6 mois dans le groupe supplémenté avec la substance active, significativement différente du placebo. Et puis ça a été confirmé dans l'essai clinique de phase 2. On avait une perte de poids également d'environ 2 kg sur la période de 6 mois, une réduction du tour de taille surtout de 4 cm en comparaison au placebo qui confirme cet effet ciblé sur la masse grasse viscérale si importante dans ces états pathologiques. Donc en dehors de cet effet sur le poids, des effets également démontrés sur la sensibilité à l'insuline. On a eu un très bel exposé du docteur Renaud nous montrant toute l'importance de cette insulinorésistance
Et donc là, on s'est associé avec des équipes de référence dans le monde. Vous voyez en haut à gauche, on a réalisé un clamp euglycémique hyperinsulinémique qu'on ne peut pas pratiquer, bien sûr, en pratique médicale courante, mais qui est utilisé en recherche parce que c'est le gold standard pour mesurer l'insulinorésistance. C'est vraiment la technique de référence. Et on a mesuré donc de manière très précise l'impact de la supplémentation avec la substance active qui a montré un effet significatif, donc une amélioration claire, précise de l'insulinosensibilité. Et on s'est associé ensuite avec les équipes de l'université de Leiden aux Pays-Bas, spécialisées dans les mécanismes intimes de l'insulinorésistance, en allant jusque à l'intérieur des tissus, comme nous l'a présenté le docteur Renaud dans l'étude de la voie de signalisation de l'insuline. Donc là, c'est juste un petit résumé, mais qui montre que finalement, on restaure ce signaling de l'insuline, cette voie de phosphorylation dans les différents tissus insulinosensibles, en particulier le foie, qui est impliqué justement dans la libération de l'insuline par la glycogénolyse, mais également dans les tissus impliqués dans la captation de glucose, comme on l'a vu tout à l'heure, donc le tissu adipeux et encore plus le muscle squelettique, l'organe le plus important de par sa masse en termes de captation de glucose dans l'organisme. Donc tout ça, c'était restauré avec, vous le voyez en bas à gauche, une leptine également très fortement augmentée dans l'état d'obésité et puis d'insulinorésistance qui était très largement diminuée avec la supplémentation avec la substance active Totum 63. Et puis finalement, en clinique, l'essai Reversit a montré l'impact bénéfique extrêmement important, statistiquement significatif, là également sur le HOMA-IR, donc l'indice d'insulinorésistance, vous le voyez en haut à droite. Et puis on est allé vraiment avec des index ensuite dynamiques d'insulinosensibilité dans une clinique de mode d'action avec l'Université de Laval à Québec pour étudier ce qui se passe en situation de vie réelle avec des repas standardisés et montrer que les index d'insulinosensibilité en postprandial, là aussi, étaient significativement améliorés. Donc vraiment un impact majeur sur l'insulinosensibilité. Et puis, ça s'accompagne, tout ça en termes mécanistiques, d'effets démontrés également sur deux critères dont on a vu qu'ils étaient très fortement impliqués dans la physiopathologie de cette insulinorésistance, l'inflammation de bas grade et le stress oxydant. Quelques exemples là encore, hein, parce qu'on ne peut pas tout montrer sur cette diapositive. Vous voyez en haut à gauche le LDL oxydé qui est diminué, donc un impact sur ces facteurs oxydants. Vous voyez sur la partie droite, au niveau tissulaire, là encore avec une équipe qui fait partie des plus grandes équipes spécialisées dans l'étude de l'inflammation du système immunitaire en lien avec la sensibilité à l'insuline aux Pays-Bas. On a montré une diminution des marqueurs pro-inflammatoires au niveau hépatique, également au niveau du tissu adipeux. Vous voyez tous ces marqueurs dont on a parlé tout à l'heure, le TNF-alpha, l'IL-1-bêta, etc., qui sont restaurés à des niveaux normaux avec la supplémentation en Totum 63. Et puis finalement, en clinique, vous le voyez en bas à gauche, la CRP ultrasensible, justement, dont on a parlé, le fibrinogène, donc deux marqueurs impliqués dans la survenue de l'inflammation qui sont diminués. Et puis ça a été confirmé également dans l'essai clinique Reversit, où on a vu une très nette diminution de la proportion de sujets avec des seuils de CRP ultrasensibles au-delà de 2 mg par litre, un seuil qui est souvent utilisé pour caractériser l'inflammation de bas grade. On a également démontré des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal et puis la sphère intestinale au sens large, dont on sait de plus en plus qu'elle est impliquée dans la physiopathologie de l'insulinorésistance et du diabète de type 2. Donc là aussi, seulement quelques résultats. On ne peut pas parler de tout aujourd'hui, mais vous voyez en haut à gauche une illustration de l'impact bénéfique sur la dysbiose du microbiote intestinal. On a plusieurs publications sur le sujet. Sur les hormones gastro-intestinales, également sur la partie en haut à droite, on a montré une action bénéfique sur le PYY en préclinique. Ça a été confirmé ensuite dans l'essai clinique. Et puis sur le GLP-1 également, dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez à l'état basal, en haut à droite de la diapositive, le GLP-1 actif, justement, qui était augmenté suite à la supplémentation en Totum 63 chez l'homme, et également en bas à droite, en situation post-prandiale, l'élévation de ce GLP-1. Et puis des actions également sur les enzymes digestives qui ont été montrées positives, qui participent aux effets sur le métabolisme glucidique et lipidique. Et puis également, de manière importante, vous le voyez au milieu en bas,
l'expression des protéines de jonction au niveau intestinal. Donc ça, c'est les protéines qui permettent entre autres de réguler la perméabilité intestinale qui joue un rôle important ensuite dans la survenue de l'inflammation de bas grade et finalement le développement de l'insulinorésistance. Et on a montré également à l'échelon tissulaire, au niveau intestinal, une restauration de ces protéines de jonction. Donc vraiment des mécanismes intimes, clés dans l'insulinorésistance. Et puis, dernier élément, on a étudié de manière approfondie, également en préclinique et puis ensuite en clinique, le métabolisme postprandial qui est fondamental. Vous voyez en haut à gauche, on a étudié avec différents types de substrats, comme par exemple au milieu, vous le voyez avec du saccharose bien spécifiquement. On réduit à chaque fois le pic de glycémie ou le pic de triglycérides en postprandial avec différents types de substrats. Et puis ça se traduit ensuite en situation de vie réelle avec des repas standardisés. Vous le voyez en haut à droite par une diminution de l'élévation des triglycérides en postprandial. Et puis en bas, vous le voyez avec une diminution du pic de glycémie, du pic d'insulinémie et puis du pic de peptide C, démontrant que vraiment c'est la sécrétion d'insuline également, le pic de sécrétion d'insuline sur lequel on va jouer avec la supplémentation en Totum 63. Voilà, donc vous le voyez, c'était assez dense. Beaucoup de ces effets, bien sûr, participent aux effets bénéfiques. Donc, je vous ai remis ici en haut à droite le petit schéma qu'on a vu ensemble au départ sur les effets bénéfiques finalement pléiotropiques de l'activité physique. Eh bien, on a la grande fierté finalement, avec ces 10 années de recherche, d'avoir pu démontrer également, publier, confirmer tout ça par des équipes vraiment spécialisées dans le domaine à l'échelon international, eh bien que on agit également avec cette substance active que l'on a formulée spécifiquement pour ça, sur différents tissus, sur différents mécanismes qui sont tous un petit peu imbriqués les uns dans les autres. On voit qu'on agit sur le foie, la voie de signalisation de l'insuline au niveau hépatique, l'inflammation hépatique, sur l'intestin, la perméabilité intestinale, les hormones gastro-intestinales, le métabolisme postprandial, le microbiote intestinal, sa dysbiose. On a montré des actions spécifiques sur certaines bactéries impliquées dans le contrôle du métabolisme. Le pancréas, dont on a parlé également tout à l'heure, avec une diminution de la sécrétion d'insuline. Le tissu adipeux, fondamental, avec le stockage excessif des graisses qui était diminué, en particulier au niveau viscéral. L'inflammation du tissu adipeux, la sécrétion des adipokines, la voie de signalisation de l'insuline dans le tissu adipeux, et puis également au niveau du muscle, avec la voie de signalisation d'insuline et la captation de glucose. Donc tout ça, ça se traduit au niveau systémique, forcément avec toutes ces améliorations au niveau des mécanismes, au niveau tissulaire, par non seulement une diminution significative de la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale, l'hémoglobine glyquée, mais également par un grand nombre de facteurs clés au niveau systémique associés avec ces états pathologiques. L'insulinorésistance, on l'a bien vu avec le Haut-Maillère notamment, le pic d'insuline, les triglycérides aussi bien à jeun qu'en postprandial, l'inflammation de bas grade, le stress oxydant, les hormones gastro-intestinales et les hormones du tissu adipeux. Voilà. Ça, c'est pour faire une synthèse. Je m'excuse un petit peu pour être allé un petit peu vite pour essayer d'être dans les délais, mais on sera disponible, bien sûr, si vous avez des questions par la suite, pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Et puis, je vous remercie, puis je laisse la parole maintenant à Julie. Super, merci beaucoup. Merci Pascal pour cette présentation et merci au docteur Renaud également pour toute cette synthèse puisqu'effectivement c'est un sujet complexe et très très important aujourd'hui donc pour tous nos patients aujourd'hui qui souffrent d'insulinorésistance et de syndrome métabolique. Donc on espère vraiment que vous avez pu avoir pas mal de clés et d'outils. Donc je vais vous faire une petite synthèse aujourd'hui de nos solutions et nos innovations développées par les laboratoires Valbiotis. Donc, petite aparté, on a eu beaucoup de questions. On va y répondre juste après, donc restez bien jusqu'au bout et je vais vous faire la présentation de notre solution ici. Alors, donc, Valbiotis Santé Métabolique, donc c'est une association donc de plusieurs phytoactifs. Donc, comme l'a présenté Pascal, donc Totum 63 est une formule brevetée qui aujourd'hui nous permet justement d'agir sur les différents mécanismes que l'on a pu voir jusqu'à présent et développés par notamment le docteur Renaud et Pascal.
Donc, c'est une formule qui a été cliniquement prouvée avec 99% d'extraits végétaux et on est très, très vigilant sur la qualité de nos extraits. On a une traçabilité très importante et donc sans effet secondaire également. Nos produits, ce produit-là a été prouvé par 4 études cliniques, donc sans effet secondaire, avec un mécanisme d'action qui est multi-cible. Et donc aujourd'hui, on peut bien sûr le proposer à tous nos patients qui souffrent d'insulinorésistance, d'inflammation et de syndrome métabolique. Donc, pour rappel, donc effectivement, je rejoins le docteur Renaud. Le syndrome métabolique, aujourd'hui, on a envie de mettre des patients dans des cases. Et aujourd'hui, la plus importante des mesures, c'est vraiment de repérer ces patients qui ont un excès de poids, mais aussi un tour de taille augmenté. Et d'autres marqueurs comme l'insulinorésistance qu'on va vérifier par le HOMA ou d'autres marqueurs qui sont extrêmement importantes et sous-dosés aujourd'hui. Donc, bien sûr, selon certains critères, eh bien, on va pouvoir dire que nos patients sont dans une insulinorésistance et donc un syndrome métabolique. Et donc, notre solution sera particulièrement adaptée. Alors, la formule donc de Totum 63, elle est composée de 5 actifs, notamment de l'extrait de feuilles d'olivier, de l'extrait d'artichaut, de la baie de myrtille, du chrysanthellum et du poivre noir. On a ajouté à cette formule du chrome sous forme de picolinate, bien sûr, pour améliorer la sensibilité des récepteurs à l'insuline. Donc, un rappel rapide, hein, puisque effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les extraits, mais tous ces extraits ont été bien sûr ajoutés soigneusement selon des quantités précises pour nous permettre d'apporter des actions spécifiques sur bien sûr ce syndrome métabolique aujourd'hui dont on parle, donc notamment bien l'extrait de feuilles d'olivier qui a une action très forte antioxydante et on le sait dans cette pathologie, l'activité antioxydante est extrêmement importante, de l'extrait de feuilles de baie de myrtille, puisque composé de flavonoïdes et d'anthocyanes, de l'extrait de feuilles d'artichaut avec de l'inuline, des anthocyanes et d'autres phytoactifs, et bien sûr du chrysanthellum et du poivre noir pour améliorer la biodisponibilité de notre formule. Donc, Totum 63, c'est une formule unique. Aujourd'hui, tout le monde peut prescrire, hein, tout, médecin ou non médecin. Donc, avec plus de 10 ans de recherche et de développement, bien sûr, prouvé chez l'homme et démontré son efficacité. Donc, nous avons des procédés d'extraction spécifiques qui nous permettent d'attester de la qualité et de l'efficacité de nos formules. Donc, avec des ratios différents selon les extraits, selon eh bien, nos différentes formules également. À qui conseiller, bien évidemment, le santé métabolique. Bon, si vous avez suivi cette formation jusqu'à présent, vous devez le savoir. Donc, principalement des patients qui souffrent de résistance à l'insuline ou de syndrome métabolique. À partir de 50 ans, mais même avant, malheureusement, de plus en plus, puisque les règles hygiéno-diététiques vont rentrer en jeu, mais sont pas toujours suivies par nos patients. Pour les femmes qui souffrent de ménopause ou de périménopause, puisqu'on le sait, c'est une période charnière pour les femmes qui augmente bien sûr le syndrome métabolique. Et donc, ça peut être un soutien, une béquille très importante pour ces femmes qui en souffrent énormément. Et tous les patients qui pourraient souffrir de fatigue postprandiale et d'autres, bien sûr, symptômes que l'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, le mécanisme d'action, ce Totum va jouer à différents niveaux sur notre système. Donc, il va améliorer la sensibilité à l'insuline au niveau du muscle du foie et du tissu adipeux. Il va améliorer la captation du glucose sanguin dans le muscle et le tissu adipeux. Il va baisser la production du glucose par le foie et diminuer l'absorption du glucose au niveau des cellules intestinales.
Alors, posologique préconisée. Donc, selon les études, bien sûr, on a différents résultats d'études. Donc, à 3 gélules, on a un mécanisme d'action qui fonctionne. Donc, soit en 1, 2 ou 3 prises à prendre avant les principaux repas et à 6 gélules par jour. Donc, ça peut être sur 2 ou 3 prises avant toujours les principaux repas. On va augmenter le GLP-1, donc ce qui va nous permettre d'avoir une bonne satiété. Donc, c'est important de le prendre juste avant le repas pour les patients qui seraient bien sûr en désir de perte de poids. Au niveau des précautions d'emploi, puisque c'est une question qui est revenue assez souvent dans le chat. Donc, on déconseille bien sûr toutes les personnes qui souffrent d'allergies croisées, bien évidemment, et en particulier aux plantes et à la famille des astéracées, aux insuffisants cardiaques et rénaux et aux obstructions des voies biliaires. Bon, ça, c'est classique puisque c'est lié à la présence d'artichaut, qui est un axe cholérétique et cholagogue. Alors, je terminerai par cela. Donc, on a une opération avec Valbiotis qui est extrêmement importante, qui met justement au cœur de la prévention cette semaine pour la prévention du diabète. Et donc, on a l'honneur d'avoir une chef étoilée qui est Colline Folquier, qui nous a mis qui nous a concocté des petites recettes saines pour tous vos patients qui auraient envie d'améliorer leur assiette, bien sûr, puisque ça commence par là. Donc, on a des petits livrets qui sont disponibles sur demande, bien évidemment. Vous pouvez revenir vers nous. On vous enverra tout cela pour vos patients. Dedans, vous allez avoir des recettes, des conseils nutritionnels et santé. Donc, voilà. Donc, je terminerai par nos prochaines formations digitales. Donc, on aura aussi le plaisir de parler de la prise en charge du cholestérol avec le professeur Jean-Marie Barre le 30 juin et le 23 septembre avec le docteur Franck Gigon sur la pression artérielle. Voilà, merci à tous pour votre présence et on va prendre les questions juste après. Merci beaucoup, Julie, et merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre intervention très complète, très détaillée et d'expert. Je pense qu'effectivement, c'était un sujet qui était très intéressant et très bien abordé, donc encore merci à vous, docteur. Avant de passer aux questions, je vais prendre simplement 2 minutes pour vous présenter Simplicure, qui aujourd'hui vous proposait aussi ce webinaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, Simplicure, c'est une plateforme, un outil pour les professionnels de santé, pour les praticiens, qui va vous permettre de plus facilement conseiller vos compléments alimentaires. Donc, vous allez retrouver sur Simplicure un large panel de laboratoires avec énormément de produits dans lesquels vous allez pouvoir piocher et recommander à vos patients, à vos clients. Donc, si je vous partage mon écran pour vous montrer en direct comment ça se présente, c'est très intuitif. Donc, vous vous connectez, vous arrivez ici. Vous allez pouvoir notamment retrouver le replay du webinaire d'aujourd'hui, des webinaires passés aussi, pour être dans cette formation continue. Ensuite, vous allez pouvoir créer une recommandation et donc accéder à notre catalogue complet qui reprend près de 3000 produits. Évidemment, on a mis des filtres à votre disposition pour pouvoir facilement trouver ce que vous cherchez, que ce soit par marque, par objectif santé, par ingrédient que vous souhaiteriez inclure ou exclure. Donc vraiment, tout est possible. Donc aujourd'hui, si on cherche Valbiotis, vous allez pouvoir retrouver les différents compléments dont on a parlé. Il vous suffit alors de l'ajouter à votre recommandation, de spécifier la posologie à laquelle vous souhaitez que votre patient ou que votre client prenne ce complément, et puis de mentionner ici ses coordonnées. En mentionnant ses coordonnées, numéro de téléphone et ou adresse mail, il va recevoir un mail de notre part avec le lien pour facilement se procurer le complément alimentaire. Ça devient vraiment intéressant quand vous souhaitez proposer plusieurs laboratoires différents parce que du coup, ça centralise tout à un endroit. Ça vous permet du coup un meilleur suivi et surtout une meilleure observance pour le patient puisqu'il a une seule commande à passer, une seule fois des frais de port, un seul colis, et donc beaucoup plus de facilité à mettre en place les conseils que vous lui procurez.
SimpliCure, c'est tout à fait gratuit. Donc, je vais vous partager un petit lien ici directement sur votre écran pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous inscrire. Et un de mes collègues, du coup, prendra contact avec vous pour vous présenter la plateforme, créer votre compte et vous montrer à quel point c'est facile à mettre en place. Autre information aussi, j'ai vu que dans les questions, plusieurs personnes demandaient où faire les analyses sanguines. Nous sommes en partenariat avec le laboratoire LIMS qui propose du coup ces analyses. Et en vous inscrivant chez nous, vous avez droit aussi à une première analyse à moins 50%. Donc voilà, ceci étant dit, je vous laisse passer aux questions-réponses et je te rends la parole, Julie, si c'est toi qui gères ça. Super, merci beaucoup Flavie. Merci pour la présentation de la plateforme. Alors, je vais donc poser les questions selon les demandes. Première question pour toi, Vincent. Juste, je précise, moi, à 14h, il faut impérativement que je m'en aille, donc j'ai que 5 minutes. Allez, 5 minutes, donc on commence. Le mieux, c'est que tu prennes les questions et qu'on… Oui. De toute façon, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on vous prendra individuellement, bien évidemment, pour répondre à tout cela. Alors, donc Cécile nous demande, donc elle a une patiente qui souffre d'un Hashimoto traité, SOPK, lipœdème, a pris 10 kilos en 1 an, tour de taille de 85 cm, mange équilibré, etc. Elle a mis en place des compléments, inositol, vitamine D, coenzyme Q10, zinc et magnésium, et elle ne sait pas pourquoi. Le HOMA est bon, a priori 0,72. Elle a une glycémie qui est OK, et en fait, elle a pris quand même du poids. Est-ce qu'on a une réponse par rapport à ça? Les questions personnelles sur les patients, je ne vais pas pouvoir y répondre, trop compliqué. Donc, soit on pose des questions vraiment sur le topo, mais les cas pratiques, je ne peux pas faire la consultation comme ça en 5 minutes. Oui. C'est impossible. Donc ça, déjà, on oublie. OK. Alors… Trop compliqué. Et puis, en plus, on peut dire des erreurs. Et moi, j'ai ma responsabilité de médecin engagé. Absolument. Là, c'est des cas trop… On passe. OK. Alors… Pascal, est-il possible de donner le totum 63 sous anticoagulant? Ça, je vous laisse répondre, cher monsieur Pascal. Pardon, j'étais en mute, excusez-moi. Il n'y a pas d'interaction identifiée et il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Ok, parfait. Toc. Donc, des questions sur les bilans, sur le jeûne, sur les consultations. Hop, alors, toc. Donc, bonjour, j'ai un indice de HOMA à 3,5. Que me conseillez-vous? Prenez du totum 63, allez consulter un médecin. Sur les questions, ça n'a pas d'intérêt, donc il faut passer. C'est pour ça. Vraiment sur la compréhension du sujet qui sont le plus important. Alors, pourquoi l'insulinisme fait monter le LDL et descendre le HDL? Physiopathologie clé. Ça, c'est compliqué. Oui, alors après, si vous voulez vraiment un cours de biochimie, on en a pour 1 heure. Effectivement, la problématique, c'est la taille des lipides. En fait, avec l'insulinorésistance, on a une oxydation du LDL qui ne va pas effectivement relarguer ses triglycérides et son cholestérol. Et donc, du coup, il a tendance à augmenter de manière beaucoup plus importante. Donc, par voie de conséquence, souvent, le HDL est un peu plus bas. Et c'est des LDL qui sont de petite taille. Et donc, on va avoir une hypertriglycéridémie parce qu'il y a une clairance c'est compliqué, la clairance au niveau du foie. Si je refais tout le topo, on n'est pas couché. Mais globalement, c'est tout simplement parce qu'il y a une réduction de la taille des lipoprotéines qui sont oxydées par le stress oxydant et l'inflammation. Et du coup, qui augmente physiologiquement en termes de quantité, donc LDL-BO et souvent le HDL, High Density Lipoprotein, qui est réduit par voie de conséquence. Les triglycérides, c'est parce qu'il y a souvent une stéatose hépatique qui diminue la clairance de l'insuline.
Alors, c'est compliqué à expliquer ce que c'est que la clairance de l'insuline. C'est tout simplement la capacité à l'insuline à pouvoir moduler et stocker les triglycérides ou au contraire, entre l'équilibre entre la lipolyse et la lipogénèse. Et en fait, c'est le foie, à un moment donné, quand les adipocytes sont saturés, qui vont stocker les triglycérides. Ce qui fait que ce foie, il va grossir, il va faire des bulles et des vésicules de graisse, de triglycérides, et ça va générer une hypertriglycéridémie parce que les triglycérides ne se stockent plus dans les adipocytes. Là aussi, par des mécanismes d'insulinorésistance assez compliqués à expliquer. Mais hypertriglycéridémie et HDL bas, c'est une conséquence de toute façon de l'insulinorésistance. Ok, Peut-être, Julie, je vois une question qui peut intéresser peut-être beaucoup de monde. Vas-y, parce que je vois pas trop. La composition de Totem 63, qui est donc de 5 extraits de plantes, et en quoi elle est plus que l'addition de ces 5 plantes. Et je pense que ça, c'est un élément important parce que ça a fait justement l'objet de beaucoup des recherches qu'on a fait initialement, où on a testé justement ces plantes de manière isolée et puis additionnées avec différents ratios, différentes combinaisons. Et on a eu beaucoup de surprises en fait. Et on a vu que effectivement, on n'avait pas l'addition uniquement des effets propres de chaque extrait quand on les testait isolément, et que on observait des effets additionnels et des effets synergiques spécifiquement quand on utilisait certains types d'extraits et à certains ratios, et puis avec une association précise. Et c'est pour ça que on a breveté cette association et qu'elle est tout à fait unique en fait. Et ça, c'est la complexité aussi de ces compositions où bien sûr, on ne peut pas tout maîtriser entre les inhibitions, les additions, les synergies, etc., qui rend ça extrêmement passionnant et qui nous a obligés justement à beaucoup de recherches pour arriver à cette formulation. D'accord. Super. Je vais vous laisser parce que là, il est 14 h. Pas de souci, merci beaucoup. Tu me notes les questions, tu me les envoies et puis j'essaierai de prendre le temps ce week-end d'y répondre. En tout cas, je remercie la plateforme Simplicure. Je remercie Pascal, Julie des laboratoires Valbiotis pour leur invitation. C'était un plaisir et j'espère que la prochaine fois, on essaiera de trouver un créneau horaire qui soit plus facile pour que je puisse rester plus longtemps avec vous. Plutôt en soirée dans ces cas-là. À bientôt. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Très bonne journée. Ce que je peux vous proposer de toute façon, c'est que lorsque chacun d'entre vous va quitter le webinaire, vous allez avoir un petit formulaire de quelques questions. Vous pouvez laisser vos coordonnées si vous souhaitez pour qu'on puisse vous recontacter et répondre à vos questions. Comme ça, nous allons pouvoir tous chacun aller vaquer à nos occupations et en même temps, vous aurez réponse à toutes vos questions. Très bien. Eh bien, c'est de mon côté, pour moi, c'est tout bon. Si vous avez effectivement d'autres questions, n'hésitez pas à compléter ce formulaire, à revenir vers nous et puis on se fera un plaisir de répondre à tout ça, que ça soit Pascal et moi. Merci.